Pour ceux qui réfléchissent un peu, c'est pas un hasard. Je suis pas allé là-bas pour le jus de bissap ou autre, ou pour le tchèpoudjienne. D'ailleurs, à force de manger tous les jours, je suis fatigué. Mais c'est parce que c'est un lieu, symboliquement parlant, extrêmement important. Et c'est un lieu stratégique parce que de ce lieu-là, tu as une influence partout dans la sphère francophone. Alors on combat la francophonie, mais il faut être sincère aussi. Tout en la critiquant en tant qu'outil d'hégémonie des uns vis-à-vis des autres, cette francophonie fait que j'ai la capacité de parler avec mon frère du Gabon. J'ai Ouais. la capacité de parler avec, voilà, parallèlement parlant, des gens dans l'Union africaine, notamment même Muammar al-Kadhafi et d'autres, hein, évidemment. Nyerere, Julius Nyerere, bien avant lui, parlait de la logique, de la nécessité d'employer le swahili comme langue commune, qui est une langue qui ressemble, quand on l'étudie, qui ressemble à la plupart des langues, 90% des langues qu'il y a en Afrique aujourd'hui. C'est une langue qui pourrait être adoptée et c'est quelque chose qui est en projet parmi les têtes pensantes et les élites indépendantes réellement dans l'Union africaine. C'est une langue qui pourrait être adaptée et adoptée par la nouvelle génération sur le continent africain. Et après, comme ici en Occident, on apprend le latin, on apprend le grec, pourquoi nous, on ne pourrait pas apprendre ça dans les universités ou dans les écoles? C'est des choses qui sont en cours. Je ne suis pas venu au XXIe siècle le dire. C'est quelque chose qui a été dit depuis un certain temps, mais c'est en cours, c'est en train d'avancer graduellement, je le vois. Maintenant, pour la liberté d'expression, non, à certains endroits, elle est énorme. Et c'est ça qui est marrant. En Occident, on me présente comme un terroriste, comme un raciste, un extrémiste, un prêcheur extrémiste de banlieue. Sur le continent africain, on me considère comme un penseur révolutionnaire. C'est très intéressant. C'est-à-dire que où se trouve la République bananière, véritablement? Où est-ce qu'elle est? Où est la liberté d'expression? Il y a une liberté expresse dessus, réellement ici, tu vois. Mais sur le continent africain, ouais, je le vois. Je peux toucher des millions de gens grâce à la télévision. Des gens qui n'ont même pas Internet, qui ne connaissent pas Meta Ouais, TV ou autre, ouais, ils ne vont pas me ouais, voir. ouais. Mais pour eux, le rendez-vous sacré, ils vont regarder la télé, ils savent que tel moment, ils allument, ils vont nous voir, ils vont nous entendre parler. C'est un pays où il y a énormément de gens lettrés là-bas. Énormément. Et même ceux qui ne le sont pas. Tu sais, souvent, j'ai des gens dans la rue à Dakar qui m'arrêtent et qui, même quand ils ne parlent pas forcément le français, tu sais comment on m'appelle là-bas? L'Africain. L'Africain. Ouais. Sans Sénégalais. L'Africain, ah l'Africain. Des gens me prennent dans les bras et tout. Parce que je réveille en eux. Ils comprennent dans mon discours la fierté de l'Afrique. Pourtant, certains sont beaucoup plus bleus que moi. Tu vois. Mais ils savent que dans ce que je dis, c'est pour nous tous. Sans chercher, alors ils vont peut-être pas capter Soros, etc. Mais ils comprennent ça. L'image est importante. Et je ne remercierai jamais assez Dieu. Et je n'aurai jamais autant suffisamment honneur à mes ancêtres pour nous avoir permis d'avoir accès à cette tribune, qui ne sera pas éternelle, hein, parce qu'il y a énormément de députés sénégalois et des gens cooptés Sénégalois, par... c'est Ouais, marrant comme ah expression. oui, bah, Sénégalois. ouais, je ne l'ai pas inventé, elle existe avant moi, mais bon, D'accord. bref, extrêmement proche de la France, extrêmement proche d'Israël. Israël est très présent là-bas, contrairement à ce qu'on pense. Oui, oui. Et Très qui, présent sur le continent oui, apparemment oui, africain. Il y a un énormément, redéploiement. Ouais, énormément, ouais. et qui sont dans une logique de faire pression, une pression énorme, parce qu'ils disent comment on pouvait laisser sur l'émission la plus populaire ici euh, un extrémiste qui a repris de justice, etc. Il y a des courriers qui sont envoyés à la production. Mais la réponse elle est très simple, ils disent, vous pouvez dire ce que vous voulez, ici il ne tient pas de propos que vous considérez comme racistes, de un, et de deux, son discours il est énormément écouté. Faut poser la question de savoir pourquoi. Et c'est là où j'admire la, les coronets, excuse-moi le terme, que, que, que- qu'a une personne comme Aline Ndiaye, producteur de l'émission, parce qu'il subit beaucoup de pression. Mais il voit les résultats aussi. Il voit l'audience qu'on a. C'est une d'ailleurs, émission qui est diffusée sur tout l'Ouest Tout- africain, c'est ça ou En toute fait, l'Afrique? je dis toujours Afrique de l'Ouest, mais Jeune Afrique a bien corrigé sur ce point-là dans l'article qu'ils ont fait sur nous. C'est diffusé dans toute l'Afrique francophone. Dans toute l'Afrique francophone, C'est-à-dire ouais. que là, il y a cet été, il y a des gens qui nous ont écrit, qui habitent en France, qui étaient partis en voyage au Congo, qui nous ont vus, qui ont vu la rediffusion D'accord. de l'émission dans un café, voilà, un café très fréquenté du côté de Kinshasa. C'est regardé partout dans l'Afrique francophone grâce au bouquet Canal+. Ils font une grosse erreur. Je ne vais pas les encourager à arrêter. Mais voilà, c'est-à-dire que 2STV, ils diffusent 2STV, parce que c'est la première chaîne privée, il y a la chaîne nationale, et puis il y a 2STV. En fait, quand on est arrivé, au départ, c'était une émission qui était c'était la plus suivie en termes de schéma politique, d'émissions politiques. Il s'inspire énormément de Ruquier, hein, qu'on soit très clair, etc. Ruquier de période Zemmour, Nolo. Oui, voilà, c'est un grand talk show, on Voilà, va dire. voilà. C'est ça, hein, le principe de l'émission. Et en fait, quand ils m'ont recruté, j'ai beaucoup plus élargi l'audience, au sens que j'ai arrêté de parler des débats sénégalo-sénégalais. J'ai parlé de la problématique africaine.
Et c'est ce qui a fait que les autres, déjà, Africains, qui regardaient cette émission, parce que c'est une émission qui est extrêmement bien tournée, etc., il y a des sujets de fond qui sont donnés, ils ont encore plus regardé parce qu'ils se sont dit, là, maintenant, on parle d'eux. Chaque semaine, je parle d'une chronique d'un pays, etc., etc., etc. Et donc, on distribue pour toute l'Afrique. Et, écoute, on est... Non, je suis content. Je suis très content. Je n'ai jamais été autant épanoui de ma vie par rapport à ce qu'on fait là-bas. Parce que là, finalement, ton émission, on va dire, c'est quoi? C'est un peu une tribune quand même. C'est clairement une tribune. C'est le contrat. C'est-à-dire que moi, je viens pas, tu sais, parce que c'est un showbiz aussi. Hein, oui, bien savoir. sûr. Ouais. Tu connais, tu as été un artiste, Ouais, un artiste toujours, donc tu sais un peu comment... Mais bon, en Afrique, c'est exagéré. Mais moi, j'ai toujours dit que je suis pas... Tu me verras jamais dans les soirées mondaines ou autres. Je viens là-bas, je suis en mission, je suis en service commandé. Moi, je suis là pour diffuser une idéologie. Ouais. Et je ne le cache pas. Et tout le monde me surnomme le panafricanisme, le panafricaniste là-bas, etc. Je suis là pour diffuser une idéologie, je suis pas là pour... Au départ, j'ai dû m'adapter parce qu'il fallait quand même faire ma partie du boulot qui était d'interroger des gens, je te le dis de toi et moi, qui parfois peuvent ne pas m'intéresser. Et par la grâce de Dieu, par la suite, j'ai eu la possibilité d'avoir ma propre chronique. Parce que j'étais suffisamment pertinent pour bousculer les gens que j'avais en face de nous, intellectuellement ou autres. Et maintenant, j'ai ma propre chronique politique où je peux parler des sujets que je décide. J'ai une entière confiance de mon grand frère Aly Ndiaye. Et je sais que ça dérange beaucoup nos amis, notamment de l'ambassade d'Israël ou de France, qui sont très mécontents qu'on me laisse une tribune aussi immense, parce qu'ils savent que ça se diffuse dans toute la sphère d'Afrique francophone. Quelque part, ouais, tu diffuses des idées anti-impérialistes sur le continent africain quand même, on peut dire. Ouais. Comment? Excuse-moi, Tu je suis en train de lire les questions. tu lis les questions en même temps. Ouais. Je dis que tu diffuses Black Nihilism. Pourquoi avoir choisi l'anglais pour ce titre? Alors, c'est très simple. C'est parce que j'ai compris que parfois, il faut qu'on soit capable de prendre les armes de l'ennemi pour séduire les nôtres et pour toucher les nôtres. Moi, j'ai grandi dans l'univers hip-hop. Ouais. Toi aussi. Ouais. Dans la rue, quand je parle à mes frères, ils sont plus en mode Carré qu'en mode Franchouillard ou en mode Alain Souchon. Tu vois ce que je veux dire? Et Black Nihilisme, c'est prendre l'arme de l'ennemi, la vitrine de l'ennemi, pour un contenu qui n'a strictement rien à voir et qui est opposé à ce dernier. Je l'assume complètement, c'est un choix stratégique de ma part, et actuellement, la manière dont le livre se répand me donne raison, pour parler peu, tu vois. Je dis dans le bouquin que l'une des plus grandes forces de l'ennemi, c'est sa capacité à savoir séduire et communiquer. C'est ce que j'ai dit quand je suis allé en Iran aussi. L'ennemi, c'est communiquer. L'ennemi, c'est séduire. Les résistants au mondialisme, eux, ont du mal à séduire. Ont du mal à s'adapter à la psychologie des masses. Lors d'une conférence à Rome, c'est la deuxième ville d'Iran, il y a un conférencier qui énonçait cette réalité qui était que le système occidental est dans cette logique où il parle des droits de l'homme au lieu de parler des droits naturels liés à Dieu. Il y a les droits divins, il y a les droits de l'homme. Quand on parle des droits de l'homme, en réalité, on parle des pulsions de l'homme. L'impérialisme a été capable d'exalter nos pulsions, nous caresser, nous séduire. C'est le rôle du diable. Le diable séduit. Dieu, les règles vis-à-vis de Dieu sont des règles qui ne sont pas simples. C'est des règles restrictives. Quel que soit le nom qu'on donne le nom à Dieu, de Nzambé, d'Allah, du Seigneur des mondes, voilà, tu vois ce que je veux dire, Atouma, etc. On peut aller très loin dans la dimension après spirituelle, mais on se perdrait de sujet à mon sens. Mais le système prédateur impérial a compris qu'il fallait qu'il soit capable de nous toucher en plein cœur et d'employer un verbiage, une façon de se comporter. Tu regardes l'hollywoodisme, c'est une arme politique. Moi, mais celui qui dit qu'il ne regarde pas Hollywood, c'est un grand menteur. C'est pour ça que souvent je vois des gens qui critiquent, critiquent tout le temps, mais quand ils sont chez eux, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Moi, je suis cohérent. Je dis, le diable est très fort. Il faut qu'on soit capable, parfois, de prendre certaines armes de ce dernier et de les retourner contre lui. Moi, c'est ma vision. Celui qui lit maintenant dans le bouquin, qui lit le bouquin, il comprend, et tous ceux qui l'ont lu le comprennent, que c'est une opposition systémique, vis-à-vis de cette élite-là, qui nous détruit dans notre chair. Et il faut savoir communiquer avec ceux qui sont touchés par ce cancer. Alors, je vais prendre encore une question, parce que sinon, avant que... Alors, on me dit, Kémy Séba, ne pensez-vous pas que votre vision actuelle du panafricanisme est exagérément mélanocentrée, excluant du fait les populations arabo-berbères nord-africains? Alors, on va parler un peu, j'ai répondu tout à l'heure. T'as répondu un peu tout à l'heure. J'ai répondu un peu beaucoup tout à l'heure. Ça, c'est une vision, encore une fois, je le dis, clairement victimaire, d'une personne qui n'est pas en adéquation avec les réalités du continent africain, et je vais dire pourquoi. J'ai dit et je répète que l'Afrique
ne pourra marcher qu'à partir du moment où elle sera unie du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et le projet panafricain, le FLN, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Gamal Abdel Nasser et Kwame Nkrumah marchaient main dans la main. C'est une réalité panafricaniste. Mais il y a une réalité aussi qui est qu'aujourd'hui, il y a une scission due à une crise qui touche aussi le Maghreb, d'accord, une crise économique qui fait que certains sont dans une démarche de singer l'Occident et de se comporter vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne comme ces derniers étaient les sauvages, les barbares de cette société moderne. Et je dis non, il faut qu'au Maghreb, il y ait certaines questions qui soient réglées. J'en parlais avec Ramadan, avec lequel, comme je le dis, je me répète encore, on a des accords sur énormément de choses. Tariq Ramadan, il est dans son univers, lui. On n'est pas sur le même terrain. Mais ce dernier là-dessus était capable de converger sur cette réalité-là. Il y a des choses qui doivent être réglées. De la même façon que l'homme noir doit arrêter de se comporter comme un paillasson, il faut que le Maghrébin aussi arrête de penser, et va arrêter d'une façon ou d'une autre. Pour ceux qui pensent comme ça, là-bas, c'est pas le cas de tous, il faut le préciser aussi. J'ai des frères, Anzar, Anas, à qui je passe d'ailleurs la paix, qui est un frère qui est au Maroc, si je ne m'abuse. Pas si je m'abuse, il est au Maroc, et qui fait un travail extraordinaire, qui est très engagé dans les questions ayant trait à la résistance vis-à-vis du mondialisme, etc., sur le continent africain. Des gens comme ça, c'est des gens que j'aime profondément. Mais aussi d'autres personnes qui doivent raisonner, qui doivent arrêter dès qu'ils voient des Renois. J'ai vu des trucs inimaginables, interdits aux Africains, des logements interdits aux Africains. Tu parles au Maroc? Au Maroc. Au Maroc, ouais. Mais le Maroc, c'est pas en Norvège. Tapez Maroc interdit aux Africains. Le Maroc, c'est pas en Norvège. Le Maroc, c'est en Afrique. Tu vois. Ça veut dire qu'il y a vraiment l'Afrique du Nord aujourd'hui se sent séparée de... C'est pas tous. C'est pas tous, non. C'est pas tous. Comme je le dis, il y en a qui sont dotés de raison au Maghreb. Mais il y a différents facteurs, on ne va pas revenir dessus, ceux qui verront l'émission, qui la reverront, comprendront de quoi je parle, j'en ai parlé au début. Mais non, il n'y a pas de question de mélanocentré, il y a une question de pragmatisme. Est-ce que c'est pas aussi une situation, parce que bon... Tu vois, je l'ai dit, c'est une situation économique. Économique, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas un facteur géographique? Parce que, par exemple, est-ce que l'Afrique du Nord... Bon, moi, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Nord aussi, je suis en Algérie, au Maroc. J'ai l'impression que c'est un peu la banlieue de l'Europe. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire quand je dis la banlieue? Je comprends très bien, voilà. je comprends très bien. Mais elle est aussi quoi qu'on en dise, elle est aussi la périphérie ou la banlieue chic de l'Afrique. Peut-être un peu dans les deux sens. Donc elle a un choix à faire. Soit être la banlieue de l'Europe ou être la périphérie, les Hauts-de-Seine de l'Afrique. Les Hauts-de-Seine de l'Afrique, ouais. Et c'est une question de choix. Les pères fondateurs et ceux qui étaient dans cette logique d'indépendance des nôtres au Maghreb ont fait le choix d'être du côté du continent africain. Quand j'entends les autres, certains qui voulaient rejoindre l'Union de la Méditerranée, il y a un problème identitaire réel. Il va falloir qu'ils le règlent aussi. D'accord? Et donc je le dis, je le répète, moi j'ai pas de problème avec le Maghreb, mais j'ai un problème réel avec la manière dont les nègres sont traités à l'heure actuelle, pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, sur certains points, au Maghreb. Et ça va disparaître d'une façon ou d'une autre. Mais c'est intéressant parce que d'un point de vue géopolitique, ça voudrait dire quand même que, on va dire l'Afrique du Nord, le Maghreb, il est à la fois pris par, justement, on va dire l'Europe qui lui fait des appels du pied, voilà, l'Union pour la Méditerranée, et quelque part le continent en bas d'Afrique qui dit, mais vous êtes avec nous, venez avec nous. Alors ils sont un peu entre deux feux. Bien sûr, ils sont entre deux feux, et c'est pour ça que, tu sais, l'histoire du printemps arabe, tout ce que tu veux, tout le monde sait aujourd'hui que, le monde arabe et le Maghreb, en Afrique, ce sont des endroits stratégiques d'une importance réelle sur le terrain de la cartographie géopolitique globale. Le printemps arabe qui s'est passé au Maghreb, c'est pas un hasard. C'est des laboratoires. Tout le monde sait que si la population prend la bonne direction dans cette région-là, on l'a vu avec la guerre d'Algérie. Ça doit déplaire peut-être à certains dissidents, on sait. Mais la guerre d'Algérie a donné le tempo à beaucoup de gens sur le continent africain. À beaucoup de gens. C'est vrai. J'encourage les gens à lire l'an 5 de la révolution algérienne de Frantz Fanon. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe en Algérie est parfait, mais ils ont donné le tempo sur beaucoup de points. Mais si on pousse le Maghreb vers un fossé sans fin, sans fond, d'autres qui s'inspireront de leur prétendu printemps arabe, qui est en réalité un hiver arabe, répéteront les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que la stratégie de cooptation en Afrique s'est accélérée d'abord dans le Maghreb, avant de s'étendre par la suite en Afrique subsaharienne. Il faut analyser, il faut décortiquer. Et moi j'ai une grande confiance vis-à-vis des esprits libres au Maghreb, qui, je le sais, luttent au quotidien, sont minoritaires, mais luttent au quotidien contre la négrophobie qui est là-bas,
contre la division voulue par l'oligarchie mondialiste, la division, la scission entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, qui lutte pour qu'on comprenne que la logique de la traite arabe et l'infériorisation des Noirs dans la psychologie d'un certain nombre de gens là-bas, c'est quelque chose qui doit être éradiqué, parce que qu'on le veuille ou pas, les Bédouins sont issus d'un métissage sur la durée. Les Bédouins ne sont pas des Norvégiens. Alors je sais qu'après, il y a en dehors des Bédouins, il y a les Berbères. Alors maintenant, il y a le courant luganiste. Les gars, ils vous disent, vous êtes des Ariens, vous y croyez, alors qu'il est en train de servir de vous comme des tirailleurs. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est qu'on a un destin commun, qu'on le veuille ou pas. Soit certains se comporteront comme les prostituées de l'oligarchie, ou ils se comporteront comme le fusil des damnés. Et moi, je crois énormément dans cette responsabilité, non pas de conduire la voiture africaine, mais dans cette possibilité que peuvent avoir certaines voix au Maghreb d'apporter leur voix au concert africain. Muammar al-Kadhafi n'était pas un Burkinabé, mais il a donné le tempo à la fin. Quoi qu'on puisse dire sur lui, on peut avoir des désaccords sur lui, c'était pas. Il y a plein de complexité autour de son personnage, mais il a donné le tempo. Et il a déjà, oui, puis il y avait une fameuse déclaration, puisqu'il avait dit quand il s'est retourné vers l'Afrique quand il avait quitté le monde. Il avait claqué la porte du monde arabe et il avait dit j'ai perdu mes frères arabes et j'ai retrouvé 1 milliard de frères de l'autre côté. En tout cas, quel que soit, certains disent qu'il a fait ça par opportunisme, tout ce que tu veux. Certains même disent qu'il a tué Sankara, j'ai pas de preuves. Souvent, quand l'impérialisme relaie, je fais très attention. La seule chose que je sais, c'est tout ce qu'il a donné pour financer les mouvements de résistance afro-diasporique. C'est des choses qu'on ne dit pas. Et continentaux. Kadhafi a énormément aidé l'un de mes grands frères, Khalid Mohamed, des aînés en tout cas qui étaient mes modèles quand j'étais plus jeune, même si après on avance, qui a reçu les financements de ce dernier, d'autres ont reçu les financements de ce dernier. Sur le continent africain, Kadhafi a beaucoup contribué en termes de solidarité vis-à-vis de l'ANC. Oui. C'est des choses qu'on doit dire. Bien sûr, c'est la première visite, je crois, de Mandela quand il sort. Il va voir Kadhafi. Et ça leur déplaît. Et quand Mandela, avant de mourir, refuse de serrer la main dans un premier temps à Obama, on sait pourquoi il fait ça. On sait pourquoi. Parce qu'il a fait tuer Kadhafi et que ça l'emmerde. Et ça, il ne pardonnera jamais. Donc, et il se fait porter pâle comme Obama. Là, on sait que c'est faux, il était en pleine forme, bien sûr. C'est un très grand stratège, même si, voilà, après Mandela, on peut aussi parler de manière illimitée, mais voilà. Donc, moi, mon regard sur le Maghreb, il est nuancé, mais il est sans concession quand même. Je dis l'Afrique ne pourra pas se développer en étant scindée en deux. Oui. Mais l'Afrique devra régler ses problèmes, pour de vrai. Et puis toi, tu tends la main, quoi. Quand même. Je tends la main, mais c'est pas une main molle, c'est pas la main de McDoom. Tu vois? C'est la main de quelqu'un qui dit, je te regarde dans les yeux, je te dis, faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle, mon frère. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui... si on ne comprend pas demain qu'on doit marcher ensemble sur le continent africain, on va périr tous séparément. Pour paraphraser les autres qui disent, voilà, si chacun marche de son côté, on sera tués tous individuellement. Il faut qu'on soit capable de s'unir. Comme nos aînés l'ont fait dans la période des années 60, sauf que là, c'est plus le colonialisme old school, on est dans le mondialisme, qui est global, qui est planétaire. Je ne sais pas si tu as vu ce qui se passait à Hong Kong, je voyais ça quand j'étais en tôle, à Fleury. Même à Hong Kong, révolution des parapluies, toujours la même chose. Stratégie de cooptation de la jeunesse fragile, qui n'a pas forcément des concepts définis. Et on leur vend du démocratie, on leur vend du droit de l'homisme, du droit à décider de leur propre destinée. Oui, il faut qu'ils décident de leur propre destinée, mais pas qu'ils soient alignés sur un axe qui n'est pas le leur. Qu'est-ce qu'on voit en pilier idéologique de ces gens-là? Monsieur Zimmerman. Je ne savais pas que Zimmerman était à Hong Kong. Mais bon, apparemment, ils ont des cartes, ils sont partout. Tu vois? Donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça aussi. Et qu'on avance de manière prudente. Le mondialisme est global. Il faut que notre résistance, nous, soit réelle et solide. Et ça ne passe que par la solidarité, que par le dialogue entre nous. Et l'Afrique, elle est plus fragile que l'Europe pour justement ces méfaits du mondialisme Elle est beaucoup plus perméable. Elle est beaucoup plus perméable. Beaucoup plus. Parce qu'elle est sous assistance respiratoire depuis longtemps, mais en même temps, son réveil sera plus brutal que le continent européen. Il sera, parce que celui qui est plus dans le coma, le jour où il se réveille, ça fait un choc de ouf. Ça, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Que celui qui avait un peu endormi, on a habitué. Voilà, lui, l'Occident, on a mis une petite claque comme ça. Tu vois, ah ouais, tu m'as tapé. Nous, c'est des coups de fouet depuis des siècles. Donc, le jour où on va arracher le fouet, mais la réponse, ça va être une autre thématique. Tu vois. Et c'est pour ça qu'ils essayent de nous maintenir sous assistance respiratoire. Et qu'ils fliquent, qu'ils surveillent à un degré inimaginable toutes les voies qui s'opposent à cette réalité-là.
Alors qu'en vérité, voilà, je me fais l'avocat du diable encore, mais ton discours, normalement, tous les Africains devraient adhérer en vérité. Mais je vais te dire un truc très clair, hein. Fais un sondage sur le terrain des... parce que ça aussi, c'est des choses... la dissidence devrait se renseigner beaucoup. Sur le terrain africain, on va prendre dans un premier exemple francophone, cite-moi des personnes, aujourd'hui, qui réunissent plus de personnes que nous autres, que moi-même, dans la démarche qui est la nôtre. Cite-moi, ça m'intéresse. En toute humilité, cite-moi. Bah, moi, très sincèrement, ouais, il y en a peu parce qu'ils ils développent pas du tuto pareil, hein, c'est Il vrai. faut se poser des questions, pourquoi? Tu vois. Pourquoi partout, quand je vais en Afrique, dans les universités, c'est toujours guichet fermé, entre guillemets, quand je fais des conférences, quand je vais en Europe, pareil, le message passe. Pourquoi? Pourquoi des dizaines de milliers de gens? On n'est pas des chanteurs, on n'est pas des artistes, on n'est pas... Tu vois, je fais de la politique. Je suis dans l'idéologie. Pourquoi il y a autant de personnes qui nous suivent? Maintenant, il y a aussi des gens qui sont opposés, en Afrique aussi, à la volonté d'indépendance des Africains. Les Africains, la plupart du temps, sont tués par les leurs. Tu vois. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut avoir nos détracteurs, on peut avoir nos rageux, nos haineux, mais personne ne réunit autant que nous dans la chapelle d'indépendance africaine. Ça, c'est du factuel. Demandez à d'autres, demandez à des Patrick Mbeko, demandez à des Gomez, demandez aujourd'hui qui est-ce qui réunit autant. Il y a des raisons. Alors, il y a une question que je vais te poser parce que je l'ai vu aussi tout à l'heure qui traînait. C'est quoi tes rapports aujourd'hui avec la Nation of Islam? Alors qu'on parle clairement et simplement, et j'en parle dans le livre, j'encourage tout le monde à le lire. J'ai été formé par les Nation of Islam. Ils m'ont donné un logiciel argumentatif. C'est dans cette organisation que j'ai appris à m'exprimer. Dans la rue. Château d'eau, Châtelet. Départ Los Angeles, Watts et tout ce qui s'ensuit. Je suis revenu à une certaine époque en pensant que je pouvais contribuer à changer certaines choses dans le mouvement, avec lequel je pouvais être en désaccord. J'en parle dans le livre, j'ai pas besoin d'en parler là. J'ai vu que certains, sans rentrer dans trop de détails, voyaient comme un danger la présence qui était la mienne. Parce que j'ai une audience que la Nation n'a pas, dans la sphère francophone, qu'on parle peu, il faut parler réellement. Et c'est pas le problème de l'audience même qui est le plus présent dans le rapport que j'avais à certains au mouvement, mais c'est mon degré de malléabilité. Est-ce que je suis quelqu'un qui peut être, tu vois, contrôlé d'une certaine façon, qui peut être orienté d'une certaine façon? Moi, non. Donc ça crée un stress, ça crée des tensions. Moi, j'avais une vision, je voulais peut-être adapter Nation of Islam à des réalités plus réelles, sur un terrain, pour moi, spirituel, sur un terrain continental ou politique. J'ai vu que ça n'a pas été possible, je me suis séparé, basta. Donc je ne suis plus dans Nation of Islam depuis un certain temps. Et ceux qui lisent le savent. Oui, bien sûr. Tu vois, voilà. Donc après, il y a toujours des cassos du net, parce qu'il faut les appeler comme ça. Ils vont dire, ouais, il y a organisation, association, Koufar, ouais, dedans, ils disent Fard. Écoutez, si vous avez quelque chose à dire à Nation, allez parler à l'organisation Nation of Islam. Moi, la seule chose qui m'intéressait par rapport à cette structure, c'est ce qu'elle a apporté à la diaspora noire dans un certain ordre d'idées. J'ai des gros désaccords avec cette structure, mais je ne vais pas les dire ici. Parce qu'on est très fort pour parler de désaccords, mais on est très fort très faible, pardon, pour parler de ce qui nous unit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans une démarche de traditionnalisme. C'est parce que justement, il arrive un moment où il faut être aussi le plus pragmatique, aller au bout de la démarche. Pour moi, la Nation a été une étape, mais ne peut pas être une finalité. Absolument pas. J'apprécie énormément Farrakhan, j'apprécie énormément Léo Mohamed, j'apprécie énormément Nouri Mohamed et des tas d'autres. Wesley Mohamed, d'autres, tout ce que tu veux. Mais je veux dire, par rapport à la réalité africaine, il y a un moment, il y a des limites. Que moi, je vois. Tu es plus proche de cette réalité africaine. Ouais. Donc voilà, je suis confronté à ces réalités-là. Et il y a un moment, il faut aller au bout du pragmatisme. Et c'est en ce sens-là que j'agis aujourd'hui, avec très grande simplicité. Donc voilà. Alors il y a une question, puis tout à l'heure aussi on me l'a demandé, voilà. N'accédant à la fonction présidentielle en Afrique que des membres de la franc-maçonnerie, Kémy en a-t-il conscience et comment pense-t-il combattre cela? Bah, écoute, déjà j'ai dit que mon projet n'était pas forcément d'être président d'une quelconque république. C'est pas mon projet. Mais quand même, influence de la franc-maçonnerie en Afrique, on peut l'admettre. J'en parle, j'ai tout un chapitre dessus. J'ai dit franc-maçon Afrique, la guerre sera avant tout ésotérique. Il y a France-Afrique et il y a franc-maçon Afrique. Donc je suis extrêmement conscient de ça. Je l'analyse, je l'expose dans ce bouquin. Et voilà, tous ceux qui l'ont lu le savent. Maintenant, je dis toujours que le plus gros recours en termes de résistance à la franc-maçonnerie, ce sera la compréhension de la tradition. Parce que la maçonnerie n'est rien d'autre qu'un occultisme qui s'inspire de la tradition mais qui la dévoie. Des choses qu'on ne dit pas.
Pourquoi les maçons ont un si grand pouvoir? C'est parce qu'ils prennent la sève de la tradition. Mais comme le diable, qui à la base était un ange déchu, le diable détourne une voie naturelle et originelle, quel que soit le nom qu'on veuille donner au diable. Et je dis qu'il faut comprendre la manière dont la maçonnerie résonne, dont la maçonnerie fonctionne. Et être capable de s'insérer dans la tradition pour mieux la combattre. La tradition primordiale, je ne parle pas de la coutume, qui est une dégénérescence de la tradition. Ça aussi, j'encourage toute personne à lire René Guénon à ce sujet. Et dans l'état d'esprit qui est le nôtre, on est dans une logique aujourd'hui, je suis dans cette démarche où je me dis que à partir du moment où tu te réinsères dans cette logique pérennialiste, rien n'est impossible dans la dimension qui est la nôtre. Il faut juste être capable de connaître l'ennemi et nous connaître nous-mêmes. Et je te dis que ce que je fais aujourd'hui, malgré, j'en parle pas parce que je ne suis pas là pour chouiner, mais toutes les pressions et tout ce que je rencontre en termes d'adversité, vous voyez que ce qui se passe en France quand je suis incarcéré, vous ne pouvez pas imaginer les pressions auxquelles je peux faire face, sur le continent africain. Vous ne pouvez pas imaginer le millième. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de services de renseignement lorsque je voyage dans tel ou tel pays, au Moyen-Orient ou ailleurs, qui me surveillent. Vous n'imaginez pas ça. Vous n'imaginez pas sur le continent africain les services de renseignement des pays dans lesquels je suis, qui sur ordre de telle ou telle personne, je ne suis même pas dans une logique d'attaque à dominem, je constate juste des faits. La manière dont ils se comportent vis-à-vis de moi, vous n'imaginez pas ça. Mais on est protégé. Sans être dans une logique d'illuminé, je te dis vraiment on est protégé. On vit cette réalité-là. Parce qu'on s'insère dans un sentier que nous n'avons pas tracé, qui vient de très loin. Et on avance. Et on avance. Et ça, c'est ce qui fera que je te le dis, mon projet n'est pas d'être président de quelconque pays, mais tôt ou tard, je te le dis après la télé, après avoir répondu à des millions de gens le message qui est le nôtre, je passerai à une étape où de m'insérer localement, et on sera, même si c'est un village, même si c'est une ville ou autre, oui, on sera dans une logique de responsabilité administrative, parce que je vois toujours l'Union africaine en ligne de mire. Bien sûr que je vais me confronter, je me confronte déjà aux maçons. Chaque semaine, quand je débat avec les maçons. Chaque semaine. Et je ne laisse aucun cadeau à ces gens-là. Mais si je peux sortir mes frères de la maçonnerie, je le ferai. Parce que ma démarche n'est pas d'attaquer la marionnette, de détruire la marionnette. Je vais détruire le marionnettiste. Et parfois, ceux qui ont été des marionnettes se transforment en plus grands résistants vis-à-vis du marionnettisme. Tu vois. Donc, c'est pour ça que j'attaque pas les gens, je les enterre pas. J'aime pas ce courant des personnes, ça fait rageux même. Tu vas attaquer quelqu'un parce que... Non, détruis ce qui est derrière. Et parle à l'autre en tant que frère, de couleur ou de douleur. C'est plus simple de faire ça comme ça. C'est la démarche qui est la mienne. Alors on me dit, oui c'est vrai, peux-tu nous parler vite fait de la prison française, ton opinion? Écoute, j'ai été clairement à Fleury-Mérogis, c'est un camp de concentration. Bon, la plus grande prison d'Europe. Mais j'ai eu la chance d'avoir en face de moi les matons, 90% des matons, c'était des afros. Il faut le savoir. Ah bon, 90%? 90% c'est des entiers. D'accord. Allez, on va dire 80% pour être le plus... Voilà, une grosse majorité. Et je vais te dire, c'est que durant ma dernière incarcération, mais le taux d'adhésion et de sympathisants que j'avais chez les matons, mais c'est hallucinant. Le nombre, j'ai pas peur de le dire, le nombre de soutiens, de passe-droits que j'ai eu, émanant de gens qui étaient même inscrits sur ma page soutenant Kémy Séba. C'est là où tu peux péter un câble. Je ne citerai pas de nom pour qu'il n'y ait pas de problème dans leur emploi. Mais j'étais au Détroit. Le nombre de soutiens qu'on a là-bas, ça dépasse l'entendement. Même ma famille qui venait me voir au parloir, lorsqu'ils voyaient comment ils étaient accueillis, ah vous êtes d'accord, Kapochichi, ah Kémy Séba, mes respects madame, mes respects. Mais les gens pétaient un câble. Après, mon cas est un cas particulier qui ne correspond pas à la réalité de la prison globale sur cette dernière incarcération. J'étais à l'isolement, mais ils ont tout fait pour me soutenir dans cette épreuve difficile, les surveillants. C'était un truc de dingue. Et c'est là où tu vois que notre message prend une ampleur aussi énorme. Parce que pour que des gens, tu vas en prison, tu circules pour aller au parloir, tu vois des surveillants qui lèvent le poing en face de toi, ça veut dire qu'ils se passe. Enfin, ils font pas de quenelle, mais ils lèvent le poing en face de toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'était pas le cas quand j'étais à Bois d'Arcy en 2007. Parce que j'étais incarcéré 2 fois. Après, l'état de la prison en tant que tel, c'est l'inhumanité dans sa... Au-delà de moi des passe-droits que j'ai pu avoir, c'est l'inhumanité dans sa forme la plus réelle. On prive l'être humain de sa dignité. Tu manges, tu as la bouffe, tu as les toilettes, portes ouvertes. Juste à côté de là où tu manges, tu n'as pas de désodorisant. Donc tu respires l'odeur de ta déjection quelque part. Tu vois? Tu vis avec cette odeur. Elle imprègne ton corps.
Tu as besoin d'une autorisation pour faire ceci, pour faire cela. Non, c'est une plantation. C'est une plantation. Donc la prison, non, c'est quelque chose qui déshumanise. Ça détruit ou ça renforce. Ça détruit ou ça renforce. Ça détruit ou ça renforce, clairement. Ou ça pousse à la folie, certains. Moi, la prison m'a renforcé. Je suis déjà un grand lecteur. À la base, je bouffe des livres comme je mange du tchèpoudjen. Mais j'ai énormément lu en tôle. Ça m'a permis de me... Tu vois, toujours des livres de philo. Énormément Nietzsche, j'ai relu les classiques. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Ouais, tu vois, voilà. Ah oui, non, mais je te dis... mais c'est très bien. Comme je dis toujours, ils veulent me noyer, ils m'apprennent l'apnée. Tu vois. Ils veulent me noyer, ils m'apprennent l'apnée. Après, quand je ressors, j'arrive à encore plus respirer. C'est la démarche qui est la mienne. D'ailleurs, Nietzsche, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps, Nietzsche qui fustigeait justement les Européens et leur vision de l'homme tropical, et qui n'était pas du tout, qui était contre la colonisation. Quand on lit, Nietzsche est beaucoup plus profond qu'on ne peut l'imaginer. Ça veut pas dire que... Moi, j'en fais pas un prophète. Non, bien sûr, mais souvent on a une idée, on dit voilà. le philosophe des nazis. Voilà, qui a été récupéré par eux, mais j'ai envie de dire, Nietzsche, il est tellement complexe que je peux aussi comprendre que n'importe qui puisse essayer de le récupérer. Parce que sa vision est globale. Après... Nietzsche, j'ai même lu Onfray, qui pourtant est un vrai sioniste dans son intégralité, mais qui a des réflexions très profondes sur un certain nombre de sujets. Moi, je ne vais pas commencer à tous les citer si on n'a pas fini, mais ça m'a donné beaucoup de force. Ça m'a donné beaucoup de force. On me dit, cher Kémy Séba, n'avez-vous pas peur que le squelette de votre idéologie serve un jour, après remise, déformation et contrôle de votre mouvement par l'oligarchie, à fabriquer une fédération continentale qui retombe dans un schéma mondialiste type Union Européenne? Avez-vous pensé à vous prémunir les vôtres contre ce risque? J'ai envie de répondre au frère de lutte qui écrit ça, quelle que soit sa couleur de peau d'ailleurs, que c'est déjà ce qui se passe dans l'Union africaine. Ce dont il parle, c'est exactement ce qu'est l'Union africaine aujourd'hui. Donc ça ne peut pas être pire que ce que c'est maintenant. Ils pourront essayer de retourner ce que nous, on est en train d'essayer de conceptualiser en termes de résistance. Mais c'est déjà ce qui se passe actuellement. Et nous, on est dans une logique d'essayer de déconstruire ça. Et tu sais, ce qui manque... En prison, là aussi, je regardais énormément l'État islamique, sur lesquels, voilà, on sait ce qu'il en est, on sait les manipulations qu'il y a autour de tout ça. Mais au-delà de la diabolisation, je connais des gens personnellement, même des anciens. J'ai été choqué de savoir qu'au Pont de Sèvres, il y a un ancien pote que j'ai connu, avec lequel j'ai grandi un certain temps, qui est parti. Il est parti là-bas. Je ne vais pas citer son nom, c'est pas le... qui est parti en Syrie. Ça m'a choqué quand j'ai su ça. Je l'ai su par un ami qui m'avait écrit, etc. Mais je peux comprendre, dans cette logique de transcendance, que certains soient prêts à frôler la mort pour leurs idées. Parfois aillent dans un nihilisme qui n'est pas un nihilisme actif, mais qui sont entraînés par cette logique du nihilisme passif en tant que tel. La déconstruction, ici, ils doivent tomber dedans pour faire tomber ce schéma. Ils vont dans cette logique-là. C'est le schéma de domination. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce qu'ils appellent les djihadistes, ça ne va rien dire. Le terme djihadiste, c'est un concept de BFM. Parce que le djihad, d'abord, c'est le plus grand des djihad, c'est le combat contre soi-même. Ah, c'est un combat intérieur. Tu vois, quelle que soit notre religion, d'ailleurs. Tu vois, c'est un concept même universel en réalité. Ce qu'ils sont prêts à faire pour leur dévotion vis-à-vis du Créateur, de l'Omniscient, je pense qu'il manque beaucoup ça à l'Afrique. Quelles que soient nos confessions religieuses, d'ailleurs. Il manque énormément cette réalité qui est que être prêt à tout détruire autour de nous. Pas détruire les hommes, mais détruire nos chaînes. Pour être dans cette logique de transcendance. Moi, je suis admiratif de ça. Ça ne veut pas dire que je suis admiratif que quand ils tuent des gens autres ou le terrorisme, c'est pas ça. Peut-être il faudrait qu'on parle d'un métaterrorisme, tu vois, sur ce terrain-là, mais résistance symbolique, pas s'attaquer à des personnes, parce que moi je suis contre ôter la vie à des gens. Je suis pas une oie blanche. Hein. Je suis pas blanc non plus, bref. Par contre, être dans la logique d'attaque symbolique, de destruction symbolique de certains vestiges d'un impérialisme, je peux comprendre. Moi, ça me surprend pas. Ça me surprend pas du tout. C'est pas un peu suicidaire d'aller là-bas faire... Non, pour moi, après moi, je vais pas, je te dis, c'est pas mon projet. C'est la démarche que tu comprends. Ouais, les personnes qui veulent... Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui vont là-bas, parce qu'ils sont dégoûtés de l'Occident. Moi, je dis, si tu veux partir d'Occident, va dans un pays, pour ceux qui sont musulmans. Pour ceux qui sont musulmans, qui sont dégoûtés de l'Occident, allez dans un pays musulman, vous pouvez vivre votre foi sereinement. Tu vois ce que je veux dire? De manière apaisée.
Mais allez pas dans un endroit où quelque part, vous nourrissez le système que vous combattez. Parce que c'est ça l'État islamique aujourd'hui. Ils nourrissent un système qu'ils disent combattre. Après, je ne vais pas commencer à me prononcer sur... parce que je ne suis pas là pour parler d'État islamique de toute façon. Mais il y a une chose qui est certaine. Moi, la capacité de quelqu'un à se perdre soi-même pour se donner au Tout-Puissant et de se donner à une cause. Le jour où on aura cette mentalité, ou pour prendre une autre... être dans une logique d'extension, quand tu vois les kamikazes, c'est la même chose. Oui, oui. Vous avez un projet. Il manque ça en Afrique. Mais c'est en train de venir. Je ne dis pas qu'il faut qu'on ait des kamikazes africains, parce que les gens vont dire, oh là là, kamikaze. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis, c'est cette capacité de dévotion. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se fasse sauter, ou c'est pas ce que je dis. Mais cette capacité de dévotion, celui qui est capable de faire ça, si la masse s'imprègne de cette réalité-là, il n'y aura plus que nos chefs d'État qui seront prêts à mourir. Si tout le peuple est prêt à mourir, plus personne ne nous tuera. C'est ça la réalité. Pour l'instant, c'est que des fusibles qu'on fait sauter parce qu'il n'y a que qui sont prêts à mourir. Il n'y a que ceux qui sont en première ligne qui sont prêts à mourir. Ça sert à quoi si demain on me bute ou si on me marbre? Je me fais marbrer demain. Si le peuple derrière, c'est juste des likes sur Facebook ou à la télé ou des... Ouais, je fais un selfie quand je te reconnais dans la rue, ça sert à rien, ça. C'est pas le projet. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que chacun devienne non plus spectateur, mais acteur de sa destinée. En termes de résistance à ceux qui veulent nous asphyxier.